Salut et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Math en Asie. Aujourd'hui nous allons parler de l'objectif Lune de la Chine, d'un vaisseau spatial martien chinois, ainsi que d'un prochain lancement de fusée en Iran, et bien plus encore. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, mais en tout cas j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Dans ce premier axe, nous allons découvrir une grande diversité d'actualités sur le spatial russe. Tout d'abord, Roscosmos a déclaré que le premier lancement d'Angara 1.2 depuis le cosmodrome de Vostochny est planifié pour le mois de décembre 2023. Par ailleurs, le lanceur transportera une charge utile qui sera un satellite d'imagerie stéréoscopique du nom d'AI-ST2D. De plus, toujours au cosmodrome, des déclarations officielles ont annoncé que le lanceur Proton ne sera pas remplacé pleinement par la fusée Angara avant 2026. Du côté de S7 Company, qui a racheté l'entreprise Sea-Launch, les affaires ne sont pas très bonnes. Si vous vous souvenez, Sea-Launch était un projet entre des acteurs américains, ukrainiens et russes qui lançait des fusées depuis une ex-plateforme pétrolière renommée Odyssey. Lorsque S7 a racheté la totalité des parts, les États-Unis ont imposé le retrait de certains équipements présents sur la plateforme et son navire d'appui, le Commander. Néanmoins, avec la crise géopolitique actuelle en Ukraine, nous avons appris que S7 Company était dans une mauvaise posture financière, ce qui pourrait faire couler Sea-Launch. Par ailleurs, Dmitry Rogozin s'est récemment exprimé sur le sujet en déclarant que le gouvernement et Roscosmos soutiendront le projet. Maintenant, est-ce que l'État russe a un vrai intérêt dans un investissement pour relancer Sea-Launch? Alors certainement, parce qu'il est vrai que la mobilité de l'entreprise permet de placer des charges en orbite presque de partout sur le globe depuis la mer. Néanmoins, le gouvernement a-t-il comme priorité le spatial à l'heure d'aujourd'hui? Je ne pense pas, sauf si les armées ont vraiment l'intention de passer par Sea-Launch pour placer de nouveaux satellites en orbite. Pour finir cet axe consacré à la Russie, nous avons appris par le directeur de Roscosmos, c'est-à-dire Dmitry Rogozin, que l'un des membres de l'équipage de Soyuz MS-23 qui sera lancé en octobre 2022 devra rester plus longtemps sur l'ISS pour organiser une mission de courte durée d'un cosmonaute biélorusse. Alors pour le moment nous n'avons aucune information, mais une mission de ce type reste purement politique vu la crise géopolitique actuelle. Dans un second temps, la Chine affirme une nouvelle fois son ambition qui est d'envoyer sur la Lune un équipage avant 2030. Selon les propos de plusieurs ingénieurs dans un reportage de CCTV, le développement du lanceur lunaire habité avance plutôt rapidement. Cette fusée sera capable d'envoyer un vaisseau spatial de 150 tonnes en orbite terrestre basse, ce qui équivaut à lancer une station spatiale Tiangong en une seule fois. Ainsi, la Chine pourrait opter dans un premier temps pour une configuration de mission du type Apollo, avant d'effectuer des missions de développement d'une base sur la Lune via les futurs lanceurs réutilisables qui sont en cours de développement. Par la même occasion, un allumage statique a été effectué avec succès sur le moteur F-75E qui sera présent sur le 3e étage du lanceur lunaire. Pour continuer sur le sujet de la Lune, les scientifiques chinois ont découvert de l'eau dans les échantillons issus de la mission Tianhua 5. Selon eux, une partie de l'eau présente sur la Lune proviendrait des vents solaires, tandis qu'une autre partie daterait des origines de la formation de la Lune. De plus, comme nous le savons, pouvoir récolter puis rapporter des échantillons sur Terre reste la meilleure option pour en savoir plus sur les planètes de notre système solaire. Et c'est pour cela que les académies chinoises sont en train de travailler sur une mission de récupération d'échantillons martiens. Dans une conférence, des ingénieurs ont abordé le sujet du programme de retour d'échantillons, et ce programme sera constitué de 2 lancements en novembre 2028. Un lancement sera destiné à l'envoi de la sonde de retour, et un autre lancement permettra de lancer une seconde sonde qui enverra à la surface un appareil qui va récolter puis placer en orbite les échantillons. Pour le forage et l'extraction d'échantillons, la Chine pourrait envoyer un simple atterrisseur ainsi qu'un chien robot qui pourra récupérer des échantillons afin de les placer à bord de l'atterrisseur, ou un dispositif avec une petite fusée à l'image de MSR sera présente. Par la suite, cette petite fusée placera les échantillons en orbite, permettant à la sonde de retour de capturer cela. Ensuite, la sonde de retour quittera l'orbite martienne pour atteindre celle de la Terre en 2031, où le retour des échantillons sera prévu pour le mois de juillet 2031. Ainsi, comme vous pouvez le voir, ils ne parlent pas du tout d'un transfert d'échantillons avec le rover Zhuyong, et je pense qu'ils n'ont pas envie de risquer la vie de ce rover, vu que cette opération implique la séparation d'éléments de la sonde qui va entrer dans l'atmosphère martienne, et ces éléments pourraient retomber sur Zhuyong et l'endommager fortement.
Pour terminer cette partie sur la Chine, de jeunes diplômés en ingénierie aérospatiale apportent un concept de navette spatiale pour Mars dans une démarche de recherche. Basé sur une configuration de mission avec une station en orbite martienne, un vaisseau de transfert Mars-Terre, Terre-Mars, ils nous présentent aujourd'hui un concept d'un vaisseau réutilisable qui pourra couvrir les déplacements entre la surface de Mars et de son orbite. Ce véhicule peut être développé sur une configuration habitée et une configuration de fret, permettant de soutenir le développement d'une base de recherche à la surface de Mars, tout en ayant finalement un moyen de transport pour rejoindre l'avant-poste orbital en cas de pépin. Du côté de la Corée du Sud, le lancement de Nuri KSLV-2 n'a pas eu lieu le 15 juin. En effet, après son transport sur le pas de tir, les équipes au sol ont détecté un problème de capteur localisé dans la structure, ce qui a ainsi repoussé le lancement au 21 juin. Normalement, si tout va bien, la fusée a décollé dans la matinée du 21. De toute façon, toutes les informations additionnelles sont dans le commentaire épinglé. Pour terminer, selon des images de satellites capturées par Maxar, l'Iran s'apprête à lancer une nouvelle fois sa fusée Simorgh. Ceci sera le 5e lancement de ce lanceur à propergol solide qui a déjà vécu 4 échecs dus majoritairement à des problèmes moteurs. Alors pour le moment c'est vrai, nous n'avons aucun communiqué officiel, mais nous savons tout de même grâce aux images qu'un lancement est à venir. Dans ce dernier point qui ne reste qu'un bonus pour les fans de l'aéronaval, la marine chinoise a inauguré le 17 juin son 3e porte-avions du nom de Fujian. Alors ce PA construit de A à Z par la Chine mesure 305 mètres de long et il est donc beaucoup plus grand et plus lourd que notre porte-avions français, le Charles de Gaulle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce porte-avions ne comporte pas de propulsion nucléaire mais une propulsion électrique standard. Par contre, il accueillera normalement des catapultes électromagnétiques lui permettant de propulser des aéronefs comme l'avion de combat le J-15 ou encore des avions plus furtifs comme le J-20 ou encore l'avion de chasse de 5e génération, le FC-31. S'ajoute à cela que la technologie des drones risque également d'être embarquée dans des missions sur le PA vu que les armées chinoises s'intéressent de plus en plus aux drones depuis quelques temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.